Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur les équations horaires. C'est un exercice assez classique qui ressemble à ce qu'on a vu déjà dans les autres vidéos sur les équations horaires, mais ici, on a plusieurs particularités qui vont faire que ça va être intéressant. Ici, c'est un sujet qui est tiré du bac Amérique du Sud 2009, donc c'est issu du sujet, c'est pas le sujet total, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher le sujet sur internet et vous retrouverez l'idée générale de l'exercice. Ici, on va s'intéresser à un service au tennis. Donc, représenté du haut, on avait la situation suivante. Donc ça, c'est le terrain de tennis avec en pointillé le filet. Et on a un serveur, un des joueurs, qui sert ici au point haut. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de mettre la balle dans le coin ici en B, avec la longueur OB qui vaut L, on disait que ça valait 18,7 mètres, et on considère que c'est vraiment la limite du terrain. Donc si la balle est un petit peu plus loin que B, donc si le L est un petit peu plus grand que 18,5 mètres, le service est faux. Par contre, si c'est inférieur, le service sera bon. Et nous, ce qu'on va faire, c'est représenter la situation, non pas vue de haut comme ça, mais vue de côté, donc comme si on se mettait un observateur comme ça. À ce moment-là, on va voir le joueur qui va être ici, et qui va lancer la balle avec une vitesse V0 horizontale selon l'énoncé, avec la raquette, avec une certaine hauteur ici initiale h qui vaut 2,20 mètres, donc c'est normal que ce soit plus grand qu'une personne, puisqu'il y a aussi la hauteur de la raquette à prendre en compte. On a le filet ici qui se retrouve, donc vertical, parce qu'on a dit qu'on regarde de côté, et on a le point B qu'on va mettre ici. Donc finalement, quand on fait cette représentation de côté, le Y c'est vertical, donc c'est quelque chose qui est comme ça par rapport à cette représentation-là, et le X, en fait, c'est le vecteur qui est ici. Si on prolonge, ici, on a X qui sera comme ça, c'est-à-dire selon le vecteur OB. On nous donnait la masse M de la balle, ainsi que la vitesse V0 en km/h de la balle. Et la première question, c'est de montrer que le problème est plan. Parce que nous, on a représenté le problème non pas vu de haut, mais vu de côté dans un plan. Mais rien ne dit que la balle va rester dans ce plan. Elle pourrait très bien être déviée. Mais justement, la première question, c'est de montrer que le problème est plan, et donc on peut bien représenter le problème sous cette forme-là. Alors ici, c'est plutôt simple, puisque on va se baser sur ce qu'on fait d'habitude sur les équations horaires, c'est-à-dire de faire la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique. Pour faire le principe fondamental de la dynamique, qui nous servira d'ailleurs par la suite pour le reste de l'exercice, on va, comme d'habitude, dire le système auquel on va appliquer la deuxième loi de Newton, qui est ici évidemment la balle, qui se situe initialement en H. Ensuite, on va dire les forces extérieures auxquelles est soumise la balle. Ici, on nous disait, très important, qu'on négligeait les frottements. Donc, il n'y a pas de frottements qui sont pris en compte, parce que de toute façon, généralement, c'est très compliqué de prendre les frottements dans les équations horaires. Par contre, il y a le poids, comme d'habitude, puisqu'il y a une masse, la balle a une masse, donc forcément, il y a le poids, qui lui sera vertical, donc dirigé comme ça vers le bas. Ça, c'est le poids qui sera dirigé selon moins y. Et il n'y a pas d'autre force. Attention, au début, la force de la balle, de la raquette sur la balle, c'est uniquement à l'instant initial, t égale 0, mais après, une fois que la balle a quitté la raquette, il n'y a plus la force. Donc là, finalement, à part le poids, il n'y a pas d'autre force qui s'applique sur la balle. On peut donc appliquer la deuxième loi de Newton, qui est que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Or, la force ici, il n'y a que le poids, donc ça donne le poids. Le poids, on va pouvoir le remplacer par son expression. On sait que le poids, c'est mg avec le vecteur g. On peut simplifier les m, et donc ça me donne a, qui est égal à g. Donc ça, c'est ce qu'on fait d'habitude pour trouver les équations horaires. Moi, pour la première question, c'est de montrer uniquement que le problème est plan. C'est-à-dire dans quel plan? Dans le plan xy qu'on a représenté ici. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans cette première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe selon z. Donc cette équation a égale g, je vais la projeter sur le vecteur z.
Donc, ce qu'on va dire, c'est que l'accélération, si je projette selon z, ça a donné l'accélération selon z, parce que ici, le a, je peux l'écrire sous forme de vecteurs ax, ay et az. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur a dans le repère x, y, z. Donc selon z, si je projette, ça me donne az. Et le vecteur g, on sait que ses coordonnées, c'est 0 moins g, 0, puisque le g, lui, est vertical vers le bas. Or ici, la verticale, c'est g, donc c'est moins g, moins parce que c'est vers le bas, et selon z, c'est 0. Donc si je projette selon z, ça me donne az qui est égal à 0. Je vais faire la primitive, ça me donne que vz, on peut mettre vz de t, de la même manière que ici c'est az de t. Ici, ça donne vz de t égale constante que je vais appeler c, puisque la primitive de 0, c'est une constante. Pour déterminer cette constante, je vais voir ce qui se passe à t égale 0, à t égale 0, à t égale 0. J'ai vz de 0 qui est égal à 0, puisque mon v0 est uniquement selon l'axe x d'après l'énoncé. Sauf que vz de 0, si j'emplace le t par 0, bah ça me donne c, parce qu'à droite, j'ai pas de t. Donc finalement, j'ai c qui est égal à 0, donc là, je vais mettre directement vz de t est égal à 0. Maintenant, je vais faire encore une fois la primitive pour savoir la position, c'est-à-dire z de t. La primitive de 0, c'est une autre constante que je vais appeler c'. Et donc, même principe, je vais regarder en t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Z de 0, je vois que ça vaut 0, puisque dans le repère x, y, z, les coordonnées du point initial, selon x, c'est 0, selon y, c'est h, et selon z, c'est 0. Donc j'ai z de 0 qui vaut 0, sauf que si j'emplace t par 0, z de 0, ça fait c'. Donc finalement, j'ai c' qui vaut 0, donc j'en déduis que z de t est égal à 0. Pour tout t. Mais si z de t vaut 0 pour tout t, ça veut dire que selon z, il ne se passe absolument rien, puisque la position, la vitesse et l'accélération ne bougent absolument pas au cours du temps. C'est-à-dire que selon z, il n'y a strictement rien qui varie, donc le problème est bien plan. Ça, c'est la méthode pour montrer que le problème est plan. On montre que selon un des axes, donc ici c'est selon l'axe z, tout est 0. Alors même si on trouvait une constante, ce serait pareil. Si j'avais z égale constante, à ce moment-là, du coup, ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe selon z, parce que le z ne bouge pas, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est pour la première question, de montrer que le problème est plan. Dans la deuxième question, on nous dit qu'on néglige toujours les frottements, et on nous demande de montrer que le service est faux. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le service est faux? Il y a deux possibilités, comme on l'a dit tout à l'heure, soit le joueur tire trop fort, et à ce moment-là, la balle tombera après B, donc en dehors du terrain, soit la balle tombe trop bas et à ce moment-là, elle tombe avant le filet, ça ce serait très rare, mais bon, on sait jamais. Mais il faut aussi, pour arriver au point B, que la balle passe le filet. Donc il faudra bien vérifier qu'au niveau du filet, la hauteur est bien supérieure à la hauteur du filet qui est de 0,920 mètres. Ça, c'était la hauteur du filet. Parce que si la balle arrive dans le filet, ça ne sert à rien de regarder si en B ça va marcher ou pas, parce que de toute façon, elle ira dans le filet. Donc il y a deux choses à vérifier, c'est qu'au niveau du filet, c'est bien supérieur à la hauteur du filet, et qu'au niveau du sol, j'arriverai bien à un endroit inférieur à B. Si je tombe en B, ça va, par contre si je tombe après, c'est pas bon. Donc là, plutôt que de projeter sur Z où il ne se passe rien, je vais évidemment projeter, comme d'habitude pour les équations horaires, sur les deux autres axes qui sont X et Y. Donc là, comme j'ai directement fait ma deuxième loi de Newton, je peux reprendre ce que j'ai fait ici et dire que selon X, ça me donne AX qui est égal à 0, et selon Y, j'ai AY qui est égal à moins G. Donc ça, c'est classique, comme d'habitude, sur les équations horaires. Maintenant, je vais faire la primitive pour trouver la vitesse, puisque la primitive de l'accélération, c'est la vitesse. Donc l'accélération, si je fais la primitive, ça me donne la vitesse selon x. Ici, j'ai 0, je sais que la primitive de 0, c'est une constante. Et si je fais la primitive de y, ça me donne vy, qui est égal, alors la primitive de moins g, c'est moins gt, parce qu'ici, la variable, c'est le temps, plus constante, attention, une autre constante que je vais appeler k', parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit la même constante que pour Vx. Pour trouver ce qui se passe pour trouver les constantes k et k', je vais encore une fois, comme précédemment, regarder ce qui se passe à t égale 0, parce que ici, comme d'habitude, c'est sous-entendu Vx de t et Vy de t.
Donc, je vais dire que vaut Vx de 0 et que vaut Vy de 0. Vx de 0, alors là, ici, c'est un peu particulier dans le sens où la vitesse initiale est horizontale. Il n'y a pas, comme d'habitude, d'angle alpha vers le haut ou vers le bas. Ici, pour simplifier, on a considéré que le joueur lançait la balle horizontalement avec la raquette, ce qui fait que la vitesse initiale est uniquement selon l'axe X, puisqu'elle est horizontale, mais elle n'est pas selon Y. Donc selon l'axe X, bah, c'est tout simplement V0, donc Vx de 0, ça vaut V0. Par contre, selon Y, ça vaut 0, il n'y a pas de coordonnées, donc ça vaut ici 0. Mais comme tout à l'heure, que vaut Vx de 0, Vy de 0 bah, Vx de 0, si je remplace le t par 0, ça me donne K. Donc là, j'ai K. Et que vaut Vy de 0, si je remplace t par 0, moins g fois 0, ça donne 0, plus K', ça me donne K'. Donc finalement, j'ai mon V0 qui vaut K qui vaut V0 et K' qui vaut 0. Donc je vais pouvoir l'écrire ici. Je remplace évidemment K et K' dans mon système là. Donc j'ai Vx de t qui est égal à K, c'est-à-dire V0. Et j'ai Vy de t qui est égal à moins gt plus K' avec M' qui vaut 0. Donc ça fait uniquement moins gt. Ça, c'est pour déterminer la vitesse. Pour déterminer la position, je refais la primitive, puisque la position, c'est la dérivée de la vitesse. Enfin, la vitesse, c'est la dérivée de la position, donc la position, c'est la primitive de la vitesse. Donc là, je vais refaire la primitive, comme j'ai fait ici, pour trouver la position avec des nouvelles constantes, et on va déterminer les constantes avec les conditions initiales. Donc la primitive de Vx de t, ça me donne x de t. La primitive de Vy de t, ça me donne y de t. La primitive de V0, V0 est une constante. La primitive de V0, c'est V0t plus une autre constante que je vais appeler cette fois-ci, par exemple, K''. J'avais K et K', donc je vais mettre K''. Et la primitive de moins g, t, c'est moins gt carré sur 2, plus une troisième constante que je vais appeler K'', puisque, encore une fois, c'est une autre constante. Alors là, la primitive de t, c'est t carré sur 2, la même façon, la primitive de x, c'est x carré sur 2, donc t, ça donne t carré sur 2. Maintenant, comme d'habitude, je remplace le t par 0 pour trouver les constantes k' et k''. Évidemment, on peut prendre d'autres notations que k' et k''. On peut noter k1 et k2, il n'y a aucun problème pour ça. Si je regarde ce qui se passe pour x de 0 et pour y de 0, à t égale 0, on a dit que la balle est au niveau du point H. Donc x de 0, eh ben, je vois que ça vaut 0 parce que c'est la balle, initialement, en x elle vaut 0, mais en y elle vaut H. Donc x de 0, ça vaut 0, et y de 0, par contre, ça vaut H. Bien sûr, comme d'habitude, je remplace ici le t par 0. Si je remplace le t par 0, V0 fois 0, ça fait 0, plus K''. Et si je remplace ici le t par 0, là ça me donnera 0, et ici K''. Donc finalement, je vais réinjecter ces deux constantes dans mon équation ici. Le K'' vaut 0, donc ça me fait juste V0t. Le K'' vaut H, donc ça me fait Y de t égale moins gt carré sur 2, plus la constante, qui vaut H. Donc voilà les équations horaires que je trouve en x et y. Mais ce n'est pas suffisant pour répondre à la question, parce que moi, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe au niveau du filet et au niveau du point B. Le problème, c'est que là, pour l'instant, tout dépend du temps, sauf que moi, je ne sais pas à quel instant la balle va passer le filet et à quel instant la balle va arriver au niveau du point B. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la relation entre x et y, pour trouver le lien entre le x et y, parce que moi, ce que je connais, c'est x, et je cherche le y à chaque fois correspondant. Donc pour ça, tout simplement, je vais isoler mon t dans la première équation, donc ça fait t égale x divisé par v0, je vais tout simplement repasser le v0 à gauche. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplacer dans la deuxième équation le t, et comme ça, le t aura disparu. Donc là, le moins g sur 2, j'y touche pas, et t carré, je mets tout simplement ça au carré, ça me fait x au carré sur v0 au carré, puisque c'est chacun qui est au carré, et enfin, plus h. Évidemment, je ne mets plus y de t, parce que ici, cette fois-ci, le y ne dépend plus du t,
mais il dépend du x. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est non plus y de t, mais y de x. Et là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir remplacer le x par les valeurs que je souhaite pour pouvoir trouver, eh bien, justement, les fameuses valeurs de y qui m'intéressent. Donc moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'est de savoir est-ce que la balle passe le filet. Donc pour savoir si la balle passe le filet, il faut que je regarde quand x est égal au x du filet, qui vaut 12,2, puisqu'on a dit qu'entre O et F, c'est 12,2. Donc je vais remplacer le x par 12,2, et je vais regarder le y correspondant. Alors je ne vais pas le faire le calcul en entier, je vous invite à le faire. Moi, je vais juste donner la réponse. Donc l'idée, c'est de remplacer le x par 12,2. Attention à bien convertir la vitesse ici en mètres par seconde, puisque les km/h, il faut les mettre en mètres par seconde. Alors pour convertir des km/h en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc la vitesse, ce sera 126 divisé par 3,6. Et attention à bien mettre le tout au carré. Et si on fait ça, on trouverait 1,60 avec 3 chiffres significatifs, puisque si on regarde, à chaque fois, on a 3 chiffres significatifs dans toutes les valeurs. Alors évidemment, c'est en mètres, puisque ici, on avait tout mis en mètres par seconde, etc., c'est-à-dire dans les unités internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est 1,60? Ça veut dire qu'au niveau du filet, la balle arrivera à 1,60 mètres. Or, le filet faisant 0,920 mètres, 1,60 c'est au-dessus, donc ça veut dire que la balle passera à peu près par là. Donc, comme 1,60 est supérieur à 0,920, ça c'est bon, la balle passera bien au-dessus du filet. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est de regarder est-ce que au niveau du point B, je suis là ou est-ce que je passe au-dessus? Et si je passe au-dessus, à ce moment-là, ça veut dire que j'arriverai plus loin. Alors si par contre je suis en négatif, ça veut dire que la balle sera passée avant, et donc à ce moment-là, ce sera bon aussi. Donc là, l'idée, c'est de calculer le y de B. Alors, le x de B, je sais que c'est 18,7, puisque pour 18,7, enfin là, c'est la longueur OL. Et là, alors pareil, je ne vais pas faire le calcul, hein, mais je trouverai quelque chose qui est strictement positif. Ça veut dire qu'au niveau du point B, j'arrive à quelque chose ici. Donc la balle, comme elle va faire quelque chose comme ça, si au niveau du point B elle arrive en positif, ça veut dire qu'elle va tomber plus loin. Donc le service est bien faux. Alors, le souci de cette méthode, c'est que là, j'ai calculé ce qui se passe en B, mais rien ne me dit que... Enfin, en fait, on peut dire, parce que comme c'est une parabole, on sait que ça va avoir ce mouvement-là. Donc ça, c'est la première méthode, de calculer le y de x avec x qui vaut 18,7 et de regarder ce qui se passe. Sinon, la deuxième méthode, c'est tout simplement de savoir où est-ce que la balle va tomber précisément. D'accord? Pour savoir si elle va tomber avant ou après. Cette deuxième méthode est mieux, le problème c'est qu'on va voir qu'elle est un petit peu plus longue parce que ce qu'il faut résoudre c'est y égale 0. Parce que savoir quand la balle tombe, c'est quand est-ce que le y est égal à 0. Et donc quand est-ce que y vaut 0? Et ben je résous tout simplement, donc je fais passer le h à droite, donc ça me fait moins g sur 2 fois x carré sur v0 carré est égal à moins h. Je simplifie directement les moins pour plus de facilité. Le g sur 2, je le passe de l'autre côté, ça me fait 2 sur g. Je simplifie directement au fur et à mesure, comme ça c'est plus simple. Et de la même manière, je fais passer le v0 carré à droite, donc ça va me faire v0 carré au-dessus. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre la racine. Alors attention, ça fait x, quand j'ai x carré égale ça me fait x qui est égal à plus ou moins racine de 2h sur g v0 carré. Sauf que évidemment, c'est x positif, parce que moins, ce sera de l'autre côté, sauf que le joueur il tire dans ce sens-là, donc ce sera plus racine de 2h sur g fois v0 carré. Et là, de la même manière, je peux remplacer les différentes valeurs. Encore une fois, bien penser à convertir le v0. Et à ce moment-là, je trouverai 23,4 mètres. C'est-à-dire que je ne tombe pas au niveau du point B qui a 18,7 mètres, mais je tombe à 23,4 mètres, donc ici, qui est bien après le point B, donc le service est bien faux. Donc là, comme c'est supérieur à 18,7 mètres, eh ben, le service n'est pas bon. Donc là, c'est juste, par rapport à la méthode précédente, c'est un petit peu plus long, dans le sens où il faut d'abord isoler le x, mais on voit que ça se fait très bien, et au moins c'est un petit peu mieux justifié que la méthode précédente, donc si on a le temps, on peut très bien faire cette méthode-là.
Donc voilà comment déterminer que le service est faux, hein. C'est pas parce qu'il va dans le filet, mais c'est parce qu'il tire un peu trop fort au niveau du V0, et donc il arrive à ce niveau-là. Par contre, on voit que si on tire moins fort, donc si V0 est plus petit, comme V0 sera plus petit et qu'il est au numérateur, le tout sera plus petit, et donc on devrait bien arriver non pas à 23,4, mais à 18,7. Voilà. On peut aussi tirer plus bas, parce qu'on voit que si H est inférieur, et ben, ce sera la même chose. Ce qui est logique, parce que ça revient à faire pareil, mais en descendant un petit peu tout. Et en descendant un petit peu tout, justement au niveau du point B, on arriverait non pas à quelque chose de positif, mais au niveau du point B. Ou avant, éventuellement. Alors, on nous dit qu'en réalité, le service est bon. Et on demande pourquoi. Parce que là, apparemment, 23,4 mètres, c'est bien supérieur à 18,7, donc le service est faux. Mais dans tout notre raisonnement, on a négligé les frottements. Ce que j'ai dit depuis le début, hein, on néglige les frottements pour plus de facilité, on considère qu'il n'y a que le poids. Le souci, c'est que en réalité, les frottements ne sont pas négligeables, parce que la vitesse est quand même assez élevée. Et les frottements, eux, à chaque fois, comme ils s'opposent au mouvement, les frottements vont avoir tendance à ralentir la balle, et s'ils ralentissent la balle, donc c'est comme si la vitesse initiale est un petit peu moins forte, entre guillemets, et donc la balle va faire non pas ça, arriver après, mais arriver justement avant. Alors on ne sait pas où précisément, mais en tout cas elle arrivera avant du fait qu'il y a un freinage dû aux forces de frottement, et en réalité le service est bon. Ce qui fait que les frottements n'étaient pas négligeables, puisqu'il y a quand même ici 5 mètres de différence entre les deux, ce qui est un assez grand pourcentage. Et on voit que, a posteriori, les frottements ne sont pas négligeables parce qu'il y a une trop grosse différence entre la vraie valeur et la valeur que l'on trouve par le calcul en négligeant les frottements. Donc voilà, ce genre de questions, généralement, quand on demande que en réalité il y a quelque chose qui est vrai alors qu'on a montré que c'était faux ou inversement, dans les équations horaires ou même dans le chapitre sur la mécanique en général, c'est très souvent parce que les frottements sont négligés. Donc il suffit de dire qu'on exige les frottements, ce qui n'était pas forcément physiquement valable. Donc c'est pour ça qu'on trouve un résultat qui n'est pas forcément cohérent avec la réalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les équations horaires. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.